Donc l'aventure, donc, telle que mise en scène dans le roman d'aventure littéraire de l'entre-deux-guerres français, donc littéraire, c'est des romans qui ne se publient pas dans les collections pour jeunesse ou dans les collections de littérature populaire, pour dire simplement, repose sur un équilibre érotique selon la définition de l'érotisme développée par Georges Bataille, résumée en 1957 dans son ouvrage L'érotisme par la formule suivante: de l'érotisme, il est possible de dire qu'il est l'approbation de la vie jusque dans la mort. Donc l'aventurier romanesque des années 1920-1930, qu'il soit l'invention d'auteurs canoniques comme Macorlan, Malraux, Kessel, Sandrard, Saint-Exupéry, ou d'auteurs méconnus et oubliés comme Pierre Benoît, qui fut extrêmement connu à son époque, mais oublié maintenant, Pierre-Louis Rem, Jean Dème, Pierre Billoté ou Roger de la Forêt. Donc beaucoup d'auteurs ont pratiqué le roman d'aventure dans les années 20-30 et beaucoup ont été oubliés. S'engage en aventure pour faire l'essai existentiel de sa vie, la mettre à la portée du temps qui contient la mort, et la détruire de façon grandiose. L'aventurier moderne part avec l'idée de ne jamais revenir, et il fantasme sur les chemins de l'action des morts nobles et sublimes. J'en donne un exemple, Saint-Avy, le héros de l'Atlantide de Pierre Benoît, 1918, un des romans qu'il est possible de considérer comme l'un des premiers romans d'aventure littéraire, donc part aux portes du désert, et il fantasme la mort d'un aventurier qui l'avait précédé. Donc je cite: « Et alors j'ai reconnu le paysage, c'est par là, il y aura en novembre prochain 23 ans que Flatters, un aventurier qui l'avait précédé et qui est mort, s'est acheminé vers sa destinée dans une volupté que la certitude de ne pas revenir faisait plus âcre et plus immense. » Donc l'aventurier s'engage vers la mort en rêvant à des gens qui sont engagés vers la mort. Donc c'est quelqu'un de... un petit peu obsédé par ces idées-là. Mais continuons. Toute la carrière rêvée de l'aventurier moderne tient donc en cette phrase: aller vers la mort en rêvant de ceux qui sont allés vers la mort. Et celui-ci fantasme donc l'aventurier une mort immortelle, noble et indépendante de l'embarras des chairs. Or, pour atteindre cette gloire, précisément, il mobilise ses chairs, c'est-à-dire pour les dépasser, il les met en marche. Des chairs souvent jeunes, toujours fortes, dont il dépense l'énergie excessive. Il fait l'expérience du scandale de sa mortalité en l'immolant sur l'autel de ses rêves. Il y applique la mort jusqu'au bout de la vie, et inversement, la vie jusqu'au bout de la mort. Sartre, en préface du Portrait de l'aventurier, un ouvrage de Roger Stéphane paru dans les années 50, si je ne me trompe pas, reprend la phrase d'un des personnages de Malraux dans La Voie royale, qui dit, ce personnage-là, « On ne se tue jamais que pour exister ». Et donc Sartre, à partir de cette phrase-là, fait l'analyse de cette dépense à perte de l'aventurier moderne. De même qu'il oppose son corps au reste de la matière du monde, toute puissante et dégradante. On est dans le contexte de l'existentialisme naissant, on pense à la nausée, etc., la dégradation et la contingence du monde. L'aventurier, selon Sartre, oppose son individu au reste des hommes, au destin commun et sans intérêt, le destin de la chair pourrissante. Se sentir vivre pour l'aventurier, c'est sentir sa différence. Selon Sartre toujours, et cette différence, explique-t-il, n'intéresse que peu les autres. Aussi, pour faire reconnaître sa singularité, l'aventurier va la détruire sous les yeux des autres. Cette logique dépensière rejoint celle de consommation, un néologisme en tout cas pas reconnu par mon traitement de texte qui le marque comme une erreur, dont parle Bataille au sujet des rites sacrificiels. Pour qui la consommation du sacrifice révèle l'essence intime de la chose sacrifiée et favorise la communion des êtres. Je cite Bataille, « Le sacrifice restitue au monde sacré ce que l'usage servile à dégrader, rendu profane. L'usage servile a fait une chose de ce qui profondément est de même nature que le sujet, qui se trouve avec le sujet dans un rapport de participation intime. » Et c'est donc sa destruction sous les yeux des autres qui va en révéler l'essence et procéder à une communion, du moins théoriquement, dans l'idée de ces aventuriers tels que les analyse Sartre. La logique érotique de l'aventure moderne aurait donc idéalement pour fin, si l'on suit cette logique toujours, de révéler l'intime de l'aventurier au cours d'une ultime extase communiante, donc débordante. Or, ce fantasme premier, ancré dans le cœur des aventuriers en partance, tient-il jusqu'au bout de l'horreur que peut impliquer l'aventure? La révélation érotique de l'intime, pensée par Bataille en analogie avec l'immolation et l'éviscération animale, tient-elle en littérature devant la mutilation des corps humains qu'implique potentiellement tout danger aventureux? La logique érotique de l'aventure moderne, toute théorique, tient-elle encore dans le roman d'aventure littéraire de l'entre-deux-guerres devant le spectacle du corps débordé et démantelé par la violence? Donc c'est bien beau de partir avec des idéaux, mais une fois qu'on se retrouve devant le fait accompli, qu'est-ce qui se passe? Et on va regarder dans 3 romans de cette époque-là. Donc je prends, pour tenter de donner des éléments de réponse à ces questions, l'exemple de 3 romans appartenant au corpus de l'aventure littéraire de l'entre-deux-guerres, donc Le Chant, l'équipage de Pierre Macorlan, Les Dieux rouges de Jean Dème et La Voie royale de Malraux.
Ces trois romans ont en commun non seulement de mettre en scène l'horreur de la mutilation du corps de l'aventurier sous les yeux de ses camarades, mais également d'associer cette mutilation à un imaginaire alors populaire et particulièrement précieux à Bataille, qui est celui de la torture orientale, mettant en scène la découpe vivante du corps. Donc Bataille est obsédé par l'image du supplice chinois de la découpe vivante. Il en parle notamment dans Les larmes d'Eros, je pense, puis l'érotisme ou la part maudite, je sais pas. Ce partage d'une telle scène avec l'imaginaire érotique de Bataille place ces trois romans dans une situation de dialogue privilégiée avec ses conceptions de l'érotisme. Ce corps mutilé, modifié, ce corps parfois littéralement ouvert sous le regard des compagnons d'aventure, est-il propice à l'extase et à l'exaltation? Point d'interrogation. Je commence donc par évoquer succinctement les scènes de mutilation dont je vais parler. Dans le champ de l'équipage, le vieux Joseph Krull, berné par un escroc, organise une vraie fausse chasse au trésor qu'il conduit sur c'est un grand rêveur d'aventure qu'il conduit sur une île habitée des Petites Antilles. Et là, il y découvre une cage à cobayes pour bourreaux chinois qui séquestre les malheureux sur qui il s'exerce à l'art de la mutilation. Donc, Krull découvre, ils font la rencontre, lui et ses hommes, d'un homme aux mains et aux jambes coupées, aux articulations défaites, rampant misérablement au bord de l'eau, donc un ancien aventurier pris au piège du dangereux bourreau chinois. Dans la voie royale, Claude et Perken partent à la recherche de Grabeau, un camarade aventurier disparu dans les territoires insoumis de l'Indochine française. Il découvre Grabeau réduit à l'esclavage, attaché comme une bête de trait à un moulin. Il a été torturé, défiguré, son œil a été mangé à donner à des chiens. Il ne trouve plus qu'un visage effacé sur un cadavre vivant. Dans Les Dieux rouges, donc également en Indochine française, Vanda et Lursac et le père Buré part à la recherche du frère de Vanda, certainement prisonnier d'une société secrète de sorcières, pratiquant le supplice de la mort lente, c'est-à-dire un autre nom pour ce supplice chinois qui consiste à mutiler vivant sa victime. Il découvre que celui qu'il recherche est déjà mort, mais à son tour, Vanda subit le supplice de la mort lente, et Buré, lui, est dévoré par des fourmis sous les yeux de Lursac, qui finit par se suicider. La mutilation de Vanda n'est pas décrite. En revanche, la mort de Buré l'est. Donc, s'il n'est pas directement victime du supplice oriental, son démantèlement par les fourmis de la jungle s'articule directement avec les fantasmes de découpe vivante associés à l'époque. Donc, effectivement, si je rattache ces trois scènes de fantasmes de mutilation orientale à l'érotisme de Bataille, c'est que le lien commun qui se fait entre elles, c'est le fait que plusieurs personnes ont ramené au début du siècle des photos. Le supplice chinois de la découpe vivante a été interdit en 1907, mais donc après l'apparition de la photographie, et donc plusieurs personnes sont revenues fin du 19e siècle avec des photos de cette découpe vivante. On en trouve dans les livres de Bataille d'ailleurs, et ça a fait beaucoup marqué l'imaginaire de l'époque. Claire Marga a écrit un article, Le supplice chinois dans la littérature française, du Jardin des supplices d'Octave Mirbeau aux larmes des roses de Bataille, donc dans lequel elle montre comment la diffusion de ces photographies a eu un impact important sur le public français, développant à partir de faits réels, dans la fiction de l'époque, tout un panel de fantasmes d'horreur. Donc, selon elle, l'insertion par Bataille de photographies représentant le supplice des 100 morceaux dans les larmes des roses renoue avec l'imaginaire populaire de la Belle Époque, et on comprend mieux ainsi les ramifications iconiques et littéraires qui relient ces trois scènes de mutilation à l'érotisme de Bataille. Chacun des trois romans donc met en scène le corps mutilé d'un aventurier en fin de course, exposé au regard d'autres aventuriers. Un homme arrivé au bout de sa destruction est observé dans son démantèlement extraordinaire par d'autres à qui il aurait alors, de par sa situation de victime sacrificielle, la possibilité de communiquer intimement son être, si l'on en suit la théorie qu'on élabore bien sûr au chaud, mais que se passe-t-il quand on se retrouve devant quelqu'un véritablement mutilé? Le débordement des chairs par la violence de l'action permettrait-il le débordement de l'intime et l'exaltation de l'être? Donc ça devrait se passer comme ça, mais on va voir que non. Or, s'il est bien observé avec toute l'attention que l'effroi procure, effectivement les aventuriers observent leurs camarades aventuriers complètement détruits, avec grande attention. La mutilation des chairs ne révèle au mieux dans chacun des trois romans que la vérité de la souffrance physique, ce que je vais développer maintenant. Donc la mutilation dans les trois romans retire une partie d'humanité au corps mutilé. On ne voit déjà plus un humain, mais un sous-humain. Par exemple, Joseph Krull, quand il voit l'homme démembré, ils ne savent pas immédiatement s'il s'agit d'un phoque ou d'un homme. Pour eux, c'est une chose, et le premier mouvement de Krull fut d'épauler sa carabine, dixit Macorlan. Si le père Buré, lui, est dévoré par les fourmis, est reconnaissable, il n'est toutefois plus possible d'établir la limite entre son corps et la colonne d'insectes qui l'assaille. Je cite, « Au flanc, une large entaille profonde, où le sang, à chaque mouvement respiratoire, affluait et bavait, à la jambe un trou déchiqueté aux lèvres broyées, et dans chacune d'elles, avide, tenace, des fourmis au travail, dans un grouillement pourpre dont on ne savait plus si c'était des corps d'insectes ou une bouillie de chair meurtrie. »
La description, donc assez sanglante, insiste précisément sur l'abolition de la forme humaine via le travail animal auquel le corps s'assimile durant son retour à la chair indistincte. Lorsqu'il rencontre Grabeau, dans la voie royale de Malraux, Claude et Perken ne reconnaissent pas un homme. Ils lui demandent, non pas qui êtes-vous, mais qu'est-ce que vous êtes? Ce à quoi Grabeau répond rien. Le premier regard de l'aventurier sur le corps débordé dans les 3 romans révèle avant toute chose le corps sans l'humain, l'animalité, l'absurdité des chairs. Il est à noter que Macorlan, ce n'est pas tant l'inhumain qui choque le plus le personnage de Croul, c'est le fait qu'il va se rendre compte que cet inhumain est encore humain. Je cite, « En 2 bonds, Joseph Croul fut sur la chose, sans nom, qu'il immobilisa sans effort avec la crosse de son fusil. Il recula de dégoût. C'est un homme, s'écria-t-il. » Donc ce dégoût de soudain, ce refus catégorique de l'inhumain à forme humaine, on le retrouve également chez Perken et Claude, qui ne supportent pas la vue de Grabeau, tant il présente l'inhumain dans l'humain. Et Claude pense même à supprimer Grabeau d'une balle dans la tête. Il aurait tourné l'arme au dernier moment contre Grabeau pour supprimer ce visage, cette haine, cette présence, pour chasser cette preuve de sa condition homme, comme l'assassin qui coupe son doigt révélateur. Donc chasser la preuve de l'inhumain, de la chair, dans l'homme que l'on voit. On est loin de l'intimité grandiose que cherche l'aventurier au départ de l'aventure. Croul, lui, n'hésite pas. Il n'a jamais posé aucun geste violent dans sa vie, et là, il abat l'homme mutilé d'une balle dans la tête. Est-ce légitime défense? Difficile à croire contre un homme sans bras ni jambes. Seul Lursac va au-devant de sa peur et accompagne le père Buré à moitié dévoré dans son agonie. Il faut dire que ce dernier tient dans une main un chapelet de bois et dans l'autre une croix d'argent, et que Jandem est un romancier plutôt conservateur. Ce spectacle de l'être débordé par les chairs et la violence peut être, chez Malraux surtout, et implicitement chez Macorlan, l'occasion d'une révélation, celle de l'incontingence du corps humain, et de sa capacité à s'abaisser donc au rang animal et à celui de la matière souffrante. Or, cette révélation est-elle l'occasion d'une communication intime? C'est au moins un minimum demandé par l'aventurier, parce que finalement j'aurai mal droit à ma communion dans mon martyre aventurier. Jandem, on l'a vu, ne propose rien d'autre qu'une traditionnelle communion avec le Christ, valable pour n'importe quelle agonie. Donc l'aventurier pourrait mourir chez lui, il l'aurait pareil. Chez Macorlan, toute communication entre le mutilé et ceux qui l'observent est totalement impossible. Je cite, Croul et ses compagnons regardaient la misérable loque humaine dont les yeux blancs roulaient dans une face noire qui reflétait la terreur la plus abjecte. Aucun contact ne se produit. Je n'ose y toucher, fit Croul en salivant avec dégoût. Chez Malraux, la question du contact se pose. Claude, dont je cite, voyait distinctement les deux paupières tendues, collées sur un os absent. Toucher cet homme pour que quelque chose enfin le reliât à lui. Comment extraire une pensée de ce visage effacé sous ces paupières aux rides verticales, sous cette saleté terrible? Le contact ne se fait pas, toutefois. La parole de Grabeau, elle, est parcellaire, douloureuse, toutefois, il ne dit qu'un seul mot, rien. Qu'êtes-vous, rien, c'est la seule chose qu'il dit. Et il parvient à tout dire. Il avait traîné, je cite, ce mot comme s'il cherchait encore, mais ce n'était pas un homme qui ne se souvenait pas, ni qui ne voulait pas répondre. C'était un homme qui disait sa vérité, et pourtant c'était un mort. Donc en dernier lieu, la vérité de Grabeau est celle de son absence, sa vérité est celle de sa mort alors qu'il est encore vivant. Grabeau est un mort vivant, privé d'existence, et l'unique parole pleine, positive qui puisse émaner de lui est celle de son corps disant sa douleur. Ce corps savait parler, donc je cite, et seulement de ce qu'il avait souffert. Son langage de chair était si puissant que Claude oublia une seconde que c'était eux que les supplices attendaient de l'autre côté. Ainsi, en dernier lieu, la communion dans la consommation existe dans la voie royale. Elle est la communication silencieuse de la souffrance des chairs. Pour terminer, je proposerai toutefois l'existence dans les 3 romans d'une autre forme de communion à l'occasion de l'observation du corps débordé par la violence de l'aventure. Que ce soit chez Jandem, Macorlan ou Malraux, le débordement d'un corps est celui de tous les autres, en ce qui révèle l'avenir de ceux qui l'observent. On le voit bien dans la citation précédente, c'était eux que les supplices attendaient de l'autre côté. Donc cela est vrai pour Perken, qui lui, quelques semaines après avoir observé le corps de Grabeau, dans sa décadence morbide, mourra de la gangrène. Mourir de la gangrène dans la jungle en Indochine en 1929, c'est pas ce qu'il y a de plus, disons, sublimant. Abandonnant donc son corps à l'informe des chairs et aux puissances de la vie faite mort. Cela est vrai pour Croul, car Croul va se retrouver lui-même prisonnier sur l'île du bourreau chinois. Donc il est le prochain à perdre bras et jambes, et nez et oreilles jusqu'à ce que mort s'en suive, et à être laissé abandonné comme un phoque entre chaque mutilation.
Et cela est vrai enfin pour Lursac, qui à son retour d'aventure observera son propre reflet dans un miroir. Donc je cite ce moment-là. « C'était lui, cela, ce corps squelettique, décharné, dont les moindres gestes avaient je ne sais quoi de saccadé, de disgracieux, de guignolesque. C'était son corps à lui, Pierre de Lursac, cette face livide, bossuée d'os, creusée de méplats, cette chair flétrie, ses rides, ses prunelles luisantes de fièvre, et morne pourtant, ses lèvres tombantes crispées, tout cela, était bien ses yeux, son visage, sa bouche à lui. » Et quelques heures après cette observation, il se tire une balle dans la tête. Donc, après avoir observé la dégradation totale de son corps, lui qui partait en aventure plein de fantasmes de gloire et de mort sublime. De ces analogies, il est possible de dire qu'en observant son débordement à venir dans le démantèlement de son frère d'aventure, l'aventurier s'observe lui-même. Il y a communion dans cette identité des chairs aventurières, destinée à la violence et à son secret. Pour Bataille, je cite, « Le monde intime s'oppose au réel, comme la démesure à la mesure, la folie à la raison, l'ivresse à la lucidité. Le message du corps souffrant chez Malraux correspond-il peut-être à la véritable ivresse du monde, intolérable, car immensément souffrante, pour l'homme. Cette intimité du monde aventureux se manifesterait par le débordement de la douleur sur le corps de l'aventurier. Ceci expliquerait également pourquoi cette ivresse douloureuse du monde reste insoupçonnée des fantasmes d'aventure. Elle est purement physique, et les fantasmes sont purement cérébraux. Ces trois scènes, aussi courtes, aussi peu importantes soient-elles en apparence dans l'économie poétique de ces romans, et dans celle du roman littéraire français de l'entre-deux-guerres de façon générale, aurait alors ceci d'essentiel qu'elle constitue le moment d'un contact rare entre les rêves et le monde. Voilà, je sais pas, j'ai peut-être fait court. Merci.